Quand nous pensons aux civilisations antiques, nous imaginons souvent des temples monumentaux, de puissantes armées et des cités marchandes florissantes. Pourtant, nous pensons rarement au silence soudain qui a suivi. À une époque où des empires entiers ont disparu, des villes ont brûlé et des réseaux commerciaux, qui s'étaient développés pendant des siècles, se sont effondrés en quelques décennies. L'effondrement de l'âge du bronze a marqué la fin de plusieurs grandes puissances et le début d'une zone d'ombre historique. Certaines cultures, comme celle de Mésopotamie ou de Grèce, ont pu se rétablir plus tard. D'autres, cependant, ont presque totalement disparu de la mémoire collective de l'humanité. Comment une puissance qui figurait autrefois parmi les 5 superpuissances de son époque a-t-elle pu s'effondrer si radicalement? Quelles faiblesses internes et quelles menaces extérieures ont conduit un empire, qui régnait sur l'Anatolie et défiait l'Égypte elle-même, à être finalement rayé de la carte? Aujourd'hui, nous partons sur les traces d'un empire qui se tenait autrefois entre l'Europe et l'Asie, qui décidait de l'issue des guerres avec ses chars et forgeait des alliances grâce à son habileté diplomatique. L'empire des Hittites, de son ascension sur les hauts plateaux d'Asie mineure à sa chute dramatique vers 1180 AVBHJ, Wase. Qu'est-ce qui rendait cet empire si puissant et pourquoi n'a-t-il pas pu se sauver à la fin? Partie 1. Géographie et mode de vie des Hittites. Le cœur du pays des Hittites se situait en Anatolie, sur le territoire de l'actuelle Turquie. Dans l'Antiquité, les Grecs appelaient cette région Anatole, la terre du soleil levant, ou Asie mineure. Ce territoire s'étendait du golfe d'Alexandrette à la mer Noire à l'ouest et bordait à l'est les hauts plateaux arméniens ainsi que l'Euphrate, l'un des 2 grands fleuves de Mésopotamie. Au sud-est se trouvait la vallée de l'Oronte et les plaines fertiles de Mésopotamie. L'Anatolie était une région pleine de contrastes. À l'intérieur dominaient des hauts plateaux arides et des paysages secs, tandis que les plaines côtières étaient fertiles et productives sur le plan agricole. Cette diversité géographique a jeté les bases du développement d'une culture originale. Parallèlement, le cœur du pays hittite se trouvait à un point stratégique extrêmement sensible, au carrefour entre l'Europe et l'Asie, entre la mer Noire et la Méditerranée. Les routes commerciales s'y croisaient, les cultures s'y rencontraient et les armées y défilaient. Cette situation était à la fois une bénédiction et une malédiction. D'une part, les Hittites profitaient de l'échange de marchandises, de technologies et d'idées. D'autre part, leur pays était entouré de voisins puissants, ce qui le rendait constamment vulnérable aux attaques. Les ressources de l'Anatolie ne suffisaient pas à nourrir durablement une population très nombreuse. Cela obligeait les souverains hittites à rester militairement actifs et à assurer leur pouvoir par l'expansion et le contrôle de zones stratégiques. L'économie des Hittites reposait principalement sur l'agriculture et l'élevage. Les céréales constituaient la base de l'alimentation. Elles étaient stockées dans de grands entrepôts, aussi bien dans les petits établissements que dans le centre administratif de la capitale Hattusa. En temps de paix, ces réserves servaient à approvisionner la population. En temps de guerre, elles devenaient la base de la logistique militaire et assuraient l'approvisionnement des troupes, parfois même complétées par du vin pour remonter le moral. Religieusement, la terre était considérée comme la propriété des dieux. En pratique, cependant, c'était le roi qui, en tant que souverain légitimé par les dieux, exerçait le contrôle sur le sol. Il distribuait des terres aux soldats méritants, aux nobles ou aux personnes ayant servi la couronne. La société hittite étant fortement militarisée, de nombreux hommes étaient à la fois paysans et soldats. Ce double rôle signifiait que toute guerre prolongée entraînait également un affaiblissement économique. La vie économique était en outre marquée par un système de prix et de commerce relativement standardisé, particulièrement adapté au commerce terrestre. Néanmoins, des différences sociales marquées existèrent, tant au niveau des revenus qu'entre les sexes. Il est également intéressant de noter l'appellation Hittites. Les gens eux-mêmes se nommaient autrement. Le nom utilisé aujourd'hui date du XIXe siècle, lorsque des archéologues l'ont forgé en s'appuyant sur les traditions bibliques. Comment cette situation géographique a-t-elle façonné la structure militaire de l'Empire et pourquoi l'armée des Hittites est-elle devenue l'une des plus redoutées de son temps? Partie 2. Organisation militaire et puissance des chars. Le cœur du pays hittite se situait sur un haut plateau relativement pauvre,
entouré de nombreux peuples et empires. Cette situation géopolitique a fait de l'armée non seulement un instrument d'expansion, mais une nécessité existentielle. L'Anatolie était un carrefour commercial, mais quiconque se trouvait au centre devait aussi se défendre constamment. C'est ainsi que l'Empire hittite s'est transformé en un État fortement militarisé. Au cours de l'âge du bronze, les Hittites comptaient parmi les 5 grandes puissances de leur époque, aux côtés de l'Égypte, de la Syrie, des Grecs mycéniens et des empires mésopotamiens. Cette position n'était pas le fruit du hasard. Elle reposait sur une organisation militaire rigoureuse et sur la capacité à adopter et à perfectionner rapidement les innovations. Le cœur de l'armée hittite était constitué de l'infanterie. La plupart des soldats étaient également des paysans mobilisés en cas de guerre. En temps de paix, beaucoup d'entre eux vivaient près de la capitale Hattusa, où ils étaient logés dans des casernes. Lorsqu'ils ne s'entraînaient pas ou ne combattaient pas, ils soutenaient les travaux agricoles ou remplissaient des missions spéciales au service du roi. Les chars jouaient cependant un rôle particulier. Bien que limités en nombre, ils étaient considérés comme des unités d'élite de l'Empire. Dans la conduite de la guerre antique, les chars étaient des plateformes mobiles pour des attaques rapides et des percées tactiques. Les chars hittites étaient de construction robuste et généralement occupés par plusieurs guerriers, ce qui leur donnait une grande force de frappe. L'État contrôlait strictement la production d'armes. Les armures, les épées, les lances et les arcs étaient fabriqués dans des ateliers soutenus par la royauté. Les Hittites disposaient de boucliers en bois rectangulaire ou en forme de écu, souvent recouverts de cuir. Ils combattaient avec des lances, des épées et des haches en bronze. Les découvertes archéologiques suggèrent que certains soldats portaient également des cuirasses à écailles ou des vêtements de protection. Les campagnes militaires se déroulaient généralement entre le printemps et l'automne. La raison en était pragmatique. On ne pouvait mener des campagnes d'envergure que tant que la nourriture était suffisante, sans mettre en péril l'approvisionnement du cœur du pays. Une guerre prolongée aurait rapidement mené à des famines, car la main-d'œuvre manquait dans les champs. À la tête de l'armée se trouvait toujours le roi lui-même. Il n'était pas seulement le chef politique, mais aussi le général en chef. On attendait de lui qu'il remporte des succès militaires et qu'il surpasse les accomplissements de ses prédécesseurs. Néanmoins, il restait généralement à l'arrière du dispositif de bataille, tandis que des princes ou d'autres membres de la famille royale commandèrent des corps de troupes spécifiques. L'héritier du trône recevait une formation militaire dès son plus jeune âge et était impliqué très tôt dans les campagnes. Pourtant, malgré cette puissance militaire, les Hittites ne faisaient pas la guerre en permanence. La diplomatie, les alliances et les systèmes de vassalité jouaient un rôle tout aussi important. Quel rôle la religion et la mythologie jouaient-elles dans un empire aussi militarisé? Et comment le climat et l'environnement se reflétaient-ils dans les dieux des Hittites? Partie 3. Culture et religion. La religion des Hittites était profondément marquée par les cultures avec lesquelles ils étaient en contact. Les influences de Mésopotamie, des Hourites, ainsi que des traditions indo-européennes ont fusionné pour former un système de croyances aux multiples facettes. Cette perméabilité culturelle était une conséquence directe de leur situation géographique au carrefour des grandes civilisations. La mythologie hittite présentait donc des parallèles évidents avec les récits mésopotamiens et hourites. On peut également y déceler des similitudes avec les conceptions indo-européennes. Cependant, une grande partie des textes mythologiques originaux a été perdue à la suite des guerres et des destructions. Ce qui subsiste se trouve principalement dans des documents administratifs, des textes rituels religieux et des vestiges archéologiques. Un symbole religieux particulièrement important était la pierre sacrée, appelée pierre Huashi. Elle était considérée comme si sacrée qu'elle pouvait même remplacer une statue de divinité. Ces pierres étaient au centre de certains rituels et soulignaient le lien étroit entre le pouvoir divin et la domination terrestre. Les témoignages architecturaux attestent également de l'importance religieuse dans le quotidien hittite. La porte des sphinx d'Alaka Öyük, le monument d'Eflatun Pınar et le relief rupestre de Yazılkaya montrent de manière impressionnante l'union du pouvoir politique, de la légitimation divine et de la puissance militaire. Dans ces représentations, les dieux et les souverains apparaissent souvent côte à côte, un symbole visuel
de la confirmation divine de l'autorité royale. Le roi hittite n'était pas seulement un chef militaire, mais aussi le grand prêtre. En période de crise, qu'il s'agisse de mauvaises récoltes, d'épidémies ou de défaites militaires, il lui appartenait de restaurer la bienveillance des dieux par des rituels et des sacrifices. À côté de la capitale Hattusa, existait un autre centre religieux important, Harina, consacré particulièrement à la déesse du soleil. Les Hittites vénéraient des centaines de dieux. Cependant, les divinités de la tempête et du tonnerre étaient considérées comme particulièrement puissantes. Un reflet du climat souvent rude et imprévisible de l'Anatolie. Le dieu suprême était le dieu de l'orage, souvent appelé Tarunt ou Teshub. Il régnait sur le ciel et les montagnes, portait une couronne à cornes et tenait la foudre et la hache dans ses mains. À ses côtés se tenait la déesse du soleil, tandis que leur fils commun était vénéré comme le dieu de la fertilité et de la végétation. Comment un empire qui est devenu une grande puissance s'est-il développé à partir de ses structures religieuses et politiques? Et quels événements ont jeté les bases de son déclin futur? Partie 4. Origine et ancien empire. Les Hittites ont probablement immigré en Anatolie entre environ 8400 et 4000 a.c. Nous savons peu de choses sur leur premier siècle, car les sources écrites sont extrêmement rares. Ce n'est qu'avec l'apparition de structures urbaines le long du fleuve Kızılırmak, en Anatolie centrale, que l'image historique commence à se préciser. Plusieurs cités-États se sont développés dans cette région. L'essor du commerce a conduit ces villes à coopérer plus étroitement, notamment pour se protéger contre les menaces extérieures, en particulier contre les puissances de Mésopotamie au sud ou d'autres groupes anatoliens. Au cours de l'âge du bronze moyen, ces cités-États se sont finalement unis pour former le royaume de Kussara. On sait peu de choses sur Kussara lui-même. Situé à l'intérieur des terres, il était apparemment souvent impliqué dans des conflits avec des puissances voisines. Des luttes de pouvoir éclatèrent de manière répétée au sein de l'élite dirigeante. C'est dans ce contexte qu'a émergé un noble nommé Hattusili, originaire de la ville de Hattusa. Avec ses descendants, il a jeté les bases de ce que les historiens modernes appellent l'ancien empire des Hittites. Contrairement aux pharaons d'Égypte, qui se vénéraient eux-mêmes comme des dieux, les rois hittites ne se considéraient pas comme des divinités, mais comme des souverains favorisés par les dieux. Leur pouvoir reposait sur la propriété foncière. Le roi était le plus grand propriétaire terrien et distribuait des terres aux nobles en échange de leur loyauté et de leur soutien militaire. Ce système créait un lien fort entre la couronne et l'aristocratie, mais il rendait l'empire vulnérable aux rivalités internes. Hattusili Ier, également appelé Labarna dans certaines sources, est considéré comme l'un des premiers souverains d'importance. Il a mené des campagnes victorieuses aussi bien vers le nord que vers le sud, et a considérablement étendu la zone d'influence de son empire. Même le royaume amorite en Syrie a été la cible de ses attaques, bien que l'importante ville d'Alep n'ait pu être occupée durablement. Néanmoins, il a jeté les bases militaires et politiques de la future position de grande puissance. Une étape décisive fut l'établissement d'un système de vassalité dans les régions côtières. Ces zones servèrent de tampon contre les menaces venant de la mer et liaient en même temps d'autres régions politiquement au centre. Sous son règne a commencé une phase de stabilité relative et de prospérité économique. Pourtant, dès cette phase, les premières fissures sont apparues dans la structure du pouvoir. Après la mort de Hattusili, son successeur Mursili Ier a poursuivi l'expansion. Vers 1595 ou 1587 avec Megogorji Sayese, il a mené une campagne spectaculaire en Mésopotamie, pillé des villes importantes comme Mari et pénétré jusqu'à Babylone. Il a contourné les lignes de défense assyriennes et a infligé un coup sévère à l'empire babylonien. Au lieu de contrôler directement Babylone, il a cependant laissé le pouvoir à des forces alliées sur place. La distance par rapport au cœur du pays hittite était trop grande pour garantir un contrôle durable. Cette décision s'est avérée stratégiquement judicieuse dans un premier temps. But le succès militaire a eu un prix. Les ressources de l'Empire étaient épuisées et des troubles ont éclaté à Hattusa. Peu après son retour, Mursili a été assassiné par son beau-frère Antili. Ainsi a commencé une série de luttes de pouvoir sanglantes au sein de la famille royale. D'autres souverains ont été renversés ou tués, tandis que des ennemis extérieurs
dont les Hourites, profitaient de la faiblesse de l'Empire et occupèrent des régions importantes comme Alep. Un cycle d'instabilité interne et de pression extérieure s'est mis en place. L'Ancien Empire a commencé à vaciller de plus en plus. Comment un État qui avait conquis Babylone a-t-il pu sombrer si vite dans le chaos et qui allait enfin briser cette spirale de violence et d'insécurité? Partie 5. Les réformes de Télipinu. Après des décennies d'intrigues sanglantes, d'assassinats et de luttes de pouvoir interne, l'Empire hittite se trouvait dans une phase de profonde instabilité. Des rois étaient renversés, des gendres assassinés en leur beau-père, des fils se soulevaient contre leur père. Alors que la famille royale s'entre-déchirait, les ennemis extérieurs profitèrent de la faiblesse de l'État pour pénétrer dans des territoires autrefois contrôlés. C'est à cette époque qu'est apparu Télipinu, qui régna environ entre 1525 et 1500 d'Avenir Marseille. Son objectif n'était pas une nouvelle expansion, mais la stabilisation. Pour calmer la situation, il a conclu une alliance avec un royaume hourite. Mais sa réussite la plus grande et la plus durable fut une réforme de politique intérieure, le fameux édit de Télipinu. Avec cet édit, il a réglé de manière contraignante la succession au trône. À l'avenir, la succession devait être clairement définie afin d'éviter le retour des luttes de pouvoir sanglantes. La succession héréditaire légitime a été définie, limitant ainsi la marge de manœuvre pour les usurpations. Ce document constitue l'une des premières réglementations connues de stabilisation dynastique dans l'histoire. En outre, Télipinu a renforcé le système appelé Pancus. Cet organe, qui ressemblait d'une certaine manière à une assemblée, avait pour mission de conseiller le roi et, sur certaines questions, de le contrôler. Le Pancus pouvait discuter des affaires politiques et servait d'instrument pour limiter le pouvoir arbitraire. Par sa structure, il est considéré comme une forme précoce de monarchie contrôlée. Les réformes de Télipinu ont mis fin à la phase de l'Ancien Empire. Elles ont créé une nouvelle base de stabilité, mais elles n'ont pas pu éliminer totalement les défis structurels de l'Empire. Cet ordre nouveau suffirait-il à assurer durablement l'Empire ou de nouvelles crises attendaient-elles déjà à l'horizon? Partie 6. Le Moyen Empire et la phase d'affaiblissement. Peu de sources ont été conservées sur le Moyen Empire des Hittites. Il est cependant certain que cette époque a été marquée par des tensions militaires persistantes. Les conflits constants ont même obligé l'Empire à déplacer temporairement sa capitale plus à l'est pour mieux se protéger des menaces. En 1465, Aviloigi C. Tudhaliya Ier monta sur le trône après l'assassinat de son prédécesseur. Ce changement de pouvoir montre lui aussi que la stabilité interne restait fragile. Tudhaliya a cependant réussi à consolider la situation à l'est tout en regagnant des territoires d'eau perdus au sud. Des indices archéologiques suggèrent qu'il fut l'un des premiers souverains hittites à conclure des traités d'égal à égal avec d'autres États anatoliens, un pas diplomatique destiné à sécuriser l'Empire sur le plan extérieur. Après lui, d'autres rois, dont Hattusili II et Tudhaliya II, ont mené des campagnes à l'ouest et au nord. Étape par étape, ils ont pu reconquérir des territoires perdus depuis les années de crise. Mais la stabilité restait trompeuse. Sous Arnuanda Ier, qui régna environ entre 1390 et 1370 avec JTKC, la situation s'est à nouveau aggravée. Alors que les conflits avec les puissances d'Anatolie occidentale se poursuivaient, une rébellion a éclaté à l'intérieur. Parallèlement, des peuples voisins comme les Kaskas ont profité de la faiblesse de l'Empire pour commencer à attaquer des villes importantes. Ils ont pillé des régions, occupé des territoires et menacé même l'ancienne capitale Hattusa. La direction hittite s'est vue contrainte de se replier. La capitale fut abandonnée et la cour se retira à Samuha, puis plus tard à Sapiniwa. La pression était telle que de nombreux observateurs croyaient probablement que l'Empire était sur le point de s'effondrer définitivement. La faiblesse avait des causes structurelles. Le cœur du pays était peu peuplé et ne pouvait fournir durablement assez de troupes pour sécuriser un territoire aussi vaste. Chaque défaite militaire avait des conséquences immédiates sur la stabilité de l'ensemble du système. Était-ce le début de la fin, ou les Hittites parviendraient-ils à se relever une fois de plus? Partie 7. Le renouveau sous Suppilulium Ier. À une phase où l'Empire hittite risquait presque de se désagréger, une nouvelle figure de proue a émergé.
Après la mort d'Arnuwanda Ier, Tudalia III monta sur le trône et tenta d'abord en vain de reconquérir les territoires perdus. La capitale était tombée, des puissances ennemies comme les Kaskas avaient été dévastées de grandes parties du nord et la situation était également précaire à l'est comme à l'ouest. Mais l'initiative a finalement pu être reprise. Les troupes hittites ont réussi à repousser les Kaskas et à stabiliser des régions importantes. Un tournant décisif fut la reconquête de Hattusa, le centre symbolique et politique de l'Empire. Ce succès marqua le début d'une nouvelle consolidation. De cette structure de pouvoir, Suppiluliuma Ier a émergé comme nouveau souverain. Son règne a inauguré une phase d'expansion agressive. Il s'est d'abord tourné vers l'est contre l'empire du Mitanni, qui avait longtemps été un rival important. En plusieurs campagnes, il a considérablement affaibli le Mitanni et placé des territoires autrefois dépendants sous contrôle hittite. En parallèle, il a étendu son influence vers le sud. La ville stratégiquement importante de Kadesh, qui se trouvait dans la zone d'influence de l'Égypte, passa sous contrôle hittite et devint un État vassal. Pour éliminer définitivement le Mitanni, Suppiluliuma a même conclu une alliance avec la Syrie et a partagé les territoires de l'adversaire affaibli. Les tensions avec l'Égypte se sont toutefois bientôt aggravées. Après que des territoires égyptiens eurent été harcelés à plusieurs reprises par des troupes hittites, la cour égyptienne a proposé une union dynastique. Un prince hittite devait se rendre en Égypte pour y devenir pharaon. Suppiluliuma a accepté malgré certains doutes. Mais le prince disparut en chemin, probablement assassiné. En conséquence, les Hittites ont accusé l'Égypte et lancé des campagnes de représailles. De nombreux prisonniers ont été emmenés en Anatolie. Parmi eux se trouvaient cependant des malades qui ont introduit une épidémie dans l'Empire. Suppiluliuma Ier lui-même a succombé à cette maladie. Malgré cette perte tragique, l'Empire restait une grande puissance. Mais la confrontation avec l'Égypte n'était pas terminée pour autant. Elle allait culminer dans l'une des batailles les plus célèbres de l'Antiquité. Partie 8, la bataille de Kadesh. Les tensions entre l'Empire hittite et l'Égypte ont finalement éclaté en 1274 avec Tidjegirji lors de la bataille de Kadesh. Du côté hittite, le roi Muwatalli II dirigeait l'armée, tandis que du côté égyptien, le pharaon Ramsès II prenait personnellement le commandement. Deux grandes puissances de l'âge du bronze se faisaient désormais face directement. Les Égyptiens sont arrivés avec environ 16 000 fantassins et environ 2 000 chars. Les Hittites, quant à eux, ont mobilisé non seulement leurs propres troupes, mais aussi de nombreux contingents d'alliés et de vassaux. Leur force de frappe comprenait entre 15 000 et 40 000 fantassins, ainsi qu'environ 2 500 chars. Ainsi, Kadesh est considéré comme l'une des plus grandes batailles de chars de l'histoire antique. Ramsès II a cependant été trompé par des espions hittites. On lui avait rapporté que l'armée ennemie se trouvait encore loin, près d'Alep. En réalité, Muwatalli avait déjà concentré ses troupes à proximité de Kadesh. Lorsque Ramsès s'est avancé prématurément avec une partie de ses forces, il s'est soudainement retrouvé dans une situation périlleuse. Les chars hittites ont attaqué par surprise et frappé les unités égyptiennes qui n'étaient pas encore totalement en ordre de bataille. La première attaque fut dévastatrice. Plusieurs divisions égyptiennes ont été désorganisées et Ramsès lui-même aurait été par moments encerclé par les chars ennemis. Ce n'est qu'avec difficulté qu'il a réussi à se replier vers ses lignes. Mais les Hittites ont commis une erreur tactique. Croyant que la victoire était déjà acquise, une partie de leurs troupes a commencé à piller le camp égyptien. De ce fait, ils ont perdu leur formation d'attaque compacte. Cette interruption a laissé le temps aux Égyptiens de se réorganiser. Des unités de renfort sont arrivées et ont stabilisé le front. Dans les combats qui ont suivi, les chars hittites ont été de plus en plus repoussés, notamment par les chars égyptiens plus légers et plus mobiles. Lorsque les combats se sont déplacés sur les rives de l'Oronte, de nombreux guerriers hittites se sont retrouvés en difficulté. Certains ont tenté de s'échapper à la nage, beaucoup se sont noyés. Malgré des pertes considérables, Muwatalli II a gardé le contrôle de Kadesh. Ramsès II, de son côté, n'a pas été en mesure de prendre la ville. Les deux camps ont ensuite proclamé leur victoire. En réalité, la bataille s'est terminée sans décision claire. Dans les années qui ont suivi, les tensions et les conflits frontaliers ont persisté.
Finalement, un traité de paix a été conclu en 1258 avec J.C., l'un des plus anciens traités d'État internationaux connus de l'histoire. Hittites et Égyptiens se sont engagés dans une politique de non-agression mutuelle et d'assistance. Pourtant, même ce succès diplomatique n'a pu empêcher le déclin à long terme de l'Empire hittite. Partie 9, le déclin et la chute. Après la bataille de Kadesh et le traité de paix avec l'Égypte, l'Empire hittite a commencé à perdre progressivement de sa force. Bien que l'accord de 1258 avait de J.C. ait temporairement assuré la frontière sud, une nouvelle menace a grandi à l'est. L'Empire assyrien. L'Assyrie disposait de plaines fertiles, d'une population croissante et d'une armée de plus en plus professionnelle. Son influence s'est étendue au-delà de la Mésopotamie et a commencé à menacer sérieusement la position hittite en Anatolie orientale. Dans cette situation, l'entente avec l'Égypte était aussi une étape stratégique pour ne pas avoir à affronter deux grandes puissances simultanément. Tudhaliya IV, qui régna environ entre 1240 et 1215 avec J.C., est considéré comme l'un des derniers souverains importants de l'Empire. Il a dû faire face à d'immenses défis. Des événements climatiques extrêmes, tels que des périodes de sécheresse et des inondations, ont affaibli la production agricole. Parallèlement, la pression militaire exercée par l'Assyrie s'est accentuée. Pour assurer l'approvisionnement, Tudhaliya a fait construire de grandes installations d'irrigation. De plus, il a recherché des alliances diplomatiques, notamment avec Babylone, pour contenir la progression assyrienne. Au début, l'Empire a encore réussi à résister. Mais des revers militaires contre l'Assyrie et la perte de l'île de Chypre, une source importante de cuivre et un point d'appui stratégique, ont considérablement aggravé la situation. Bien qu'un souverain ultérieur, Suppiluliuma II, ait pu temporairement reconquérir Chypre, cela n'a rien changé au déclin structurel. L'Empire était trop étendu. Le système de vassalité, qui avait autrefois apporté la stabilité, est devenu un fardeau. L'armée a dû être dispersée sur un vaste territoire, ce qui a réduit sa force de frappe. À cela se sont ajoutés de nouveaux adversaires difficiles à cerner. Des groupes souvent désignés dans les sources sous le nom de peuples de la mer. Ils sont apparus vers la fin de l'âge du bronze dans le bassin oriental de la Méditerranée et ont attaqué de nombreuses régions côtières. Les territoires hittites comme la Cilicie et Chypre ont également subi leur pression. Vers 1180 avec J.C., la capitale Hattusa est finalement tombée. La ville fut détruite et incendiée. Avec elle, le centre politique de l'Empire a disparu. Un empire autrefois puissant, qui avait conquis Babylone et défié l'Égypte, s'est effondré. Les causes résidaient à la fois dans les attaques extérieures et dans les faiblesses internes. Des structures trop étendues, des ressources limitées, des conflits internes récurrents et des crises climatiques. Mais était-ce vraiment la fin définitive? Ou l'héritage des Hittites a-t-il perduré sous une autre forme? Avec la chute de Hattusa, l'Empire hittite a disparu de la scène politique en tant que grande puissance. La Syrie a repris de grandes parties de son ancien territoire et les rapports de force en Anatolie ont été fondamentalement modifiés. Mais la disparition de l'Empire n'a pas signifié l'effacement complet de son héritage culturel. Au cours des siècles suivants, des micro-États dits néo-hittites sont apparus, dont les souverains se réclamaient des traditions de l'Ancien Empire. Ces États ont perduré pendant plusieurs générations avant d'être définitivement intégrés à l'Empire néo-assyrien au 8e siècle avec J.C. L'Empire hittite fut autrefois l'une des puissances dominantes de son époque. Militairement fort, diplomatiquement habile, religieusement profondément enraciné. Et pourtant, il n'a pu résister durablement aux charges structurelles, aux crises climatiques et aux attaques extérieures. C'est peut-être là que réside la véritable leçon de son histoire. Même les plus grands empires ne sont pas invulnérables. Ils naissent, grandissent et peuvent tout aussi bien disparaître.